du café, le café des assises. On l'a dit beaucoup hier après l'exposition un peu du baromètre via Voice. Les Français se sont détournés ou ont rejeté les médias parce que 60% d'entre eux estiment qu'on a trop parlé de la pandémie dans les médias. Il y a eu aussi un rejet de la place des experts. Mais ce temps en fait des médias de remise en question, ça a été aussi pour certains l'occasion de renouer, de retisser un lien avec les téléspectateurs, avec les auditeurs et avec les lecteurs à travers des exercices assez particuliers qui ont déjà existé plusieurs fois dans l'histoire de la radio et de la télévision, mais là qui ont retrouvé leur place. Donc j'accueille à mes côtés Frédéric Carbone, le présentateur du 12-14 de France Info. J'accueille une femme de télévision, Roselyne Dubois, journaliste de BFM TV et qui anime tous les jours de 11h30 à 12h BFM TV répond à vos questions. Et puis un homme de presse écrite, Gilles Van Cotte, directeur avec les lecteurs du journal Le Monde. Bienvenue à tous les trois. Merci à vous d'être ici, d'être venus jusqu'à Tours. On va commencer avec vous, Frédéric Carbone, sur France Info pendant le confinement. Vous avez donné la parole à l'auditeur, mais ça, c'est pas du tout, mais alors pas du tout dans l'esprit, dans la tradition maison de France Info. Qu'est-ce qui vous a pris ? Soyons fous. Soyons fous. Non, c'est pas dans la tradition parce que j'imagine que beaucoup de gens connaissent France Info. C'est comme BFM, on va en parler après. C'est une chaîne d'information en continu qui n'a pas d'émission en soi, qui est de l'information permanente, où on essaie, plus les années passent, à être quand même dans quelque chose de plus chaleureux, le moins robotique possible, et tout ça, mais où on n'a pas d'émission dédiée aux auditeurs. Après... Parce que, alors, on va expliquer un petit peu les choses. Il y avait une répartition des rôles. Les auditeurs, c'est le téléphone sonne, émission emblématique de France Inter. Donc, bon, France Info, on le faisait pas. Non, parce qu'il n'y a pas d'émission, comme il n'y a pas une émission culturelle en soi pendant une heure, il n'y a pas... Bon. Après... si ça a été aussi simple à mettre en place au moment du Covid, c'est que depuis un an ou deux, mais de façon extrêmement exceptionnelle, mais quand même pendant le mouvement des Gilets jaunes, on s'est dit que c'est pas parce qu'il n'y avait pas une émission dédiée que c'était pas dans la boîte à outils des journalistes et de la radio que de faire appel de temps en temps, dans des moments où on considère que c'est particulièrement pertinent, parce que le regard des auditeurs nous est utile, intéressant, ou parce qu'on est dans quelque chose qui concerne tout le monde, pourquoi pas le faire de temps en temps. Donc là, c'est pour ça aussi, je pense qu'on s'est dit très vite, oui, évidemment que là, la boîte à outils, celle-là, il faut la sortir parce qu'elle est parfaitement adaptée au moment. Et petite parenthèse, il y avait eu des précédents, la mort de Johnny, par exemple. Oui, on avait, je pense que la première fois, ça c'est de la je vais vous raconter à voir est-ce que c'est de la comment dire, fainéantise journalistique ou au contraire quelque chose de l'ordre d'une petite inventivité. Johnny meurt à 4h du matin, si je me souviens bien, donc c'est dans les matinales partout en radio. Début décembre 2018. Télé, voilà, mais si je dis l'horaire, c'est parce que c'est pas le jour, mais l'horaire qui détermine le choix, 4h du matin, donc toutes les matinales, on parle évidemment de la mort de Johnny, on écoute Johnny, on a des gens qui parlent de Johnny, qui l'ont connu, et moi je fais à ce moment-là la soirée, donc entre 22h et minuit. Et j'arrive à la radio quand je fais ça en fin de matinée. Je me dis, mais qu'est-ce qu'on va bien pouvoir raconter sur Johnny ce soir sur une chaîne France Info qui est en plus pas comme RTL ou d'autres chaînes généralistes avec un carnet d'adresses culturelles monumental qui fait pas d'émission culturelle en soi. Sur France Inter le soir, c'est simple, on convie deux personnes qui ont tourné avec Johnny pendant 2 ans et ils parlent pendant 1 heure. On n'était pas surpris de l'impact qu'avait la mort de Johnny, mais quelques heures d'écoute des différentes chaînes et puis la une du Monde et d'autres journaux. Johnny avait changé de statut depuis quelques années et parlait à absolument tout le monde. Je suis arrivé en disant pourquoi on ne ferait pas parler, on ne demanderait pas aux auditeurs, vas-y, allez-y, dites-nous, on peut avoir quelque chose qui raconte des choses, qui certes est facile, on va dire, mais en même temps
ça parle sans doute à plus de gens qu'on ne croit, ça n'est pas réduit et chacun a peut-être une singularité avec Johnny. On avait prévu de faire l'horaire que je fais entre 22h et minuit, on a poussé jusqu'à 6h du matin tellement on avait d'appels. 5 heures d'antenne. Pas moi, non, ouais. mais consacrés aux auditeurs et Johnny. Ouais. Moi j'ai dû faire jusqu'à 1h et puis après, comme voilà, on sait faire, on est réactif dans une chaîne comme Info, on a décidé de pousser les murs toute la nuit tellement il y avait, d'appels, et que c'était riche, quoi, et que personne ne racontait exactement la même chose en fait. Roselyne Dubois, la relation directe avec les téléspectateurs qui appellent, qui vous racontent leur vie, c'est pas exactement non plus dans la tradition de BFM. Ah non, pas vraiment, non, effectivement. En fait, c'est venu du confinement. Au début, il y avait un besoin d'infos pratiques. Ces fameuses autorisations de sortie, la personne n'y comprenait rien. Il y avait aussi besoin de traduire le langage scientifique, de reconnaître aussi qu'il y avait beaucoup de choses qu'on connaissait pas sur ce virus qui était totalement inconnu avant Noël. Et donc au départ, on est vraiment parti de ces questions concrètes, avec des réponses vraiment très pédagogiques. Et puis, en tirant le fil, on s'est rendu compte qu'il y avait une nouvelle relation qui se nouait, de nouvelles questions qu'on ne se serait pas forcément posées. Et puis, sont venus des témoignages. Et c'est ça, aujourd'hui, maintenant, qu'on a dans cette demi-heure, vraiment, qui permet de prendre le temps. Ce sont des gens qui vont avoir une autre vision de l'actualité, parce qu'aussi, l'autre chose sur une chaîne info, c'est que tout va très vite. Et un événement en chasse un autre, et on se rend compte qu'on a vraiment besoin peut-être de revenir à froid, en prenant du temps pour expliquer un événement, pour tirer encore là aussi des fils. Oui, il y a une condamnation, mais comment ça va se passer derrière? Qui décide? Quelles sont les conséquences? Et donc, on a ce regard plus posé, avec vraiment le temps d'expliquer, de trouver aussi les bons interlocuteurs qui n'ont pas forcément leur place ailleurs sur l'antenne, et qui vont vraiment expliquer et aux téléspectateurs et à nous des événements. Et puis, on va aussi avoir des tranches de vie. C'est ça qui apparaît aussi aujourd'hui. Il y a une adresse qui a été mise en place, BFM TV et vous. Donc, encore une fois, les questions arrivent, mais aussi des témoignages. Les gens racontent leur vie, et en fait, on peut se reconnaître en beaucoup d'entre eux. Et certains vous envoient même des vidéos. Oui, c'est tout l'intérêt aussi, hein. On fait quand même de la télé, donc on a envie de les entendre, de les voir. Et puis on fait encore une fois passer beaucoup de choses avec le ton, la voix, le visage. C'est le problème aussi des masques aujourd'hui. On nous demande beaucoup pourquoi est-ce que vous portez pas de masque sur le plateau, vous êtes au-dessus des lois. Alors non, il y a une dérogation, et il y a aussi tout ce qu'on fait passer avec ses mimiques, avec ses regards. Et dans les vidéos qu'on nous envoie, il y a une émotion, il y a des mots qui vont transparaître comme ça, des réflexes, des attitudes qui en disent aussi beaucoup. Alors pardon Christophe, je vous ai coupé la chic. Je prends mon micro, il était prêt, effectivement. Alors, si c'est pas dans l'ADN de BFM ni de France Info de mettre effectivement les auditeurs et les téléspectateurs au centre de vos préoccupations, c'est le cas au Monde quand même. Hein. Il y a une relation quand même privilégiée avec les lecteurs, Gilles Van Cotte. Alors, on va même plus loin. Vous n'êtes même plus le médiateur du Monde. Il y a eu un poste créé avant le confinement. Oui, enfin... Oui, quelques jours avant le confinement, en tout cas, c'était annoncé. Effectivement, on avait effectivement, excusez-moi, un médiateur depuis pas mal d'années, et maintenant il y a un nouveau poste que j'occupe qui est directeur délégué chargé des relations aux lecteurs. Alors c'est un périmètre beaucoup plus large qui englobe celui du médiateur. C'est tout le périmètre de la relation, de l'interaction de nos journalistes avec les lecteurs, qui sont très très friands effectivement de ces échanges. On organise depuis 3 ans un festival qui s'appelle le Festival international de journalisme, qui a lieu dans le Lot-et-Garonne au mois de juillet. Bon, cette année il n'a pas eu lieu, mais il aura lieu l'an prochain, j'espère bien. Et là on voit des 6000 personnes l'an dernier qui viennent pour pouvoir échanger avec des journalistes, pas que ceux du Monde et pas que ceux du groupe Le Monde, hein. C'est des journalistes il y avait la patronne de la rédaction de BFM l'an dernier, des journalistes de télé, de radio et de presse écrite. Et effectivement, il y a une appétence pour des moments d'échange, pour un partage auquel on ne peut pas être insensible. Et je pense que c'est très important pour Le Monde, bien sûr, mais pour l'ensemble des médias, d'ouvrir un peu les portes et les fenêtres. Et alors la période n'est pas très favorable, mais de recréer plus de liens avec les lecteurs, avec les auditeurs et les téléspectateurs. Mais ça, c'est quelque chose qui était dans les tuyaux avant l'épidémie, et c'est pas comme sur France Info ou sur BFM TV, quelque chose qui a été lancé avec l'épidémie. C'est la conduite naturelle du monde, on va dire. Je reviens vers vous, Frédéric Carbone. Vous avez donc lancé cette émission et vous avez eu des appels des auditeurs. De quoi est-ce qu'ils vous parlent et pourquoi est-ce qu'ils vous appellent ? Vous. Alors ça, comme on n'a pas beaucoup de temps, on leur demande pas pourquoi ils nous... Non, je blague. Au début...
Je pense que la question se posait pas et il y avait énormément d'appels parce que tout le monde était chez soi. Le standard explosait, comme on dit. Non mais puis tout le monde est chez soi, tout le monde est sidéré. C'est quand même une des rares fois où, pour nous les journalistes, s'applique pas la maxime de Coluche. L'actu c'est vous qui la vivez et c'est nous qui en vivons. On la vivait à peu près pareil, chacun à sa place, mais c'est aussi un rare cas de figure de cet ordre-là. Donc il y avait quelque chose de l'ordre du on se tient chaud, entre guillemets. Enfin, voilà, qui était, pour nous aussi, c'était... On n'est pas des psys, on n'est pas au chevet de nos auditeurs. Évidemment, c'est pas de cet ordre-là. Mais il y avait un besoin aussi, parce qu'on est tous confinés, parce que même si on a fait du reportage tout dans cette période, à France Info, il y a eu, mais moins que d'habitude, il y a eu 1 ou 2 reporters sur le terrain pendant toute la semaine. Les informations, elles nous venaient aussi par là. C'était pas que témoigner, poser vos questions au sens, et il y en avait évidemment, bien entendu les formulaires d'autorisation de sortie, bien entendu les masques très vite, bien entendu les EHPAD, enfin tout ça venait, mais c'était aussi des sources d'information. Moi j'ai le souvenir au 3 ou 4e jour du confinement, à la fin de la première semaine, on a un coup de fil d'une dame, chauffeur routier, qui nous raconte ce que ça voulait dire d'être chauffeur routier pendant le confinement. On le découvrait pas totalement, mais on était beaucoup sur la question des caissières, des employés de supermarché, des personnes en première ligne. Cette dame, elle nous raconte ce que ça veut dire. Nous, il faut qu'on aille amener, évidemment, pour que la première ligne y ait à manger dans les supermarchés, bien entendu, les chauffeurs routiers, il faut qu'on roule. Et on peut rouler sur les autoroutes. Sauf que sur les autoroutes, il n'y a aucune aire de repos qui est ouverte. On ne peut prendre que de l'essence. Ça fait 4 jours que je n'ai pas pu aller aux toilettes. Ça fait 4 jours que je n'ai pas pu prendre une douche. Je ne dis pas que c'est essentiel ou que ça revoit toute la vie du pays pendant ce moment-là, mais ça fait-il déjà en soi, ça fait un chouïa bouger les lignes, parce que quand il y en a 1, 2, 10, et 15 jours, 3 semaines après, il y a un protocole sanitaire du ministère des Transports autour de ça. Il aurait eu lieu, je vous rassure, je ne suis pas immodeste au point de penser que c'est parce qu'il y a eu un coup de fil sur France Info. Évidemment que non. Mais ça a apporté aussi de l'information de ce que était la vie, notre vie, pendant cette période-là. Roselyne Dubois, ça vous est arrivé aussi, je crois. Oui, tout à fait. Et c'est en ça qu'on voit vraiment l'utilité de donner la parole à des téléspectateurs. On n'aurait pas forcément pensé à ces sujets. C'est arrivé notamment pour les couples binationaux. Maintenant, ça a été repris par pas mal de médias, mais des couples qui ont fait le choix, pour des raisons professionnelles, personnelles, quelles qu'elles soient, de ne pas vivre dans le même pays. Ils ne sont pas mariés, pas pacsés. Et avec les fermetures des frontières, ils n'avaient plus aucun droit. Et certains ne se sont pas vus depuis 6, 7, 8 mois. Et ça, quand vous entendez l'émotion et la question très simple qui posait, est-ce que vous seriez prêt, vous, à ne plus voir votre mari, votre femme pendant 8 mois? Est-ce que ça vous paraît humain? Il pose cette question et bien sûr, nous derrière, on relaye cette parole et on relance les autorités. Ils sont censés avoir fait des laissez-passer qui facilitent les choses. Ils sont toujours pas vraiment arrivés. C'est la même chose aussi avec la parole des jeunes mamans, des femmes qui aujourd'hui doivent accoucher masquées. Alors évidemment, l'idée c'est de protéger les soignants. La polémique est pas là, mais l'OMS écrit en gros sur son site, pas de masque quand on fait un exercice physique. Accoucher, c'est un tout petit peu physique quand même. Même avec une césarienne, c'est dur aussi d'avoir un masque, ça donne envie de vomir. C'est une vraie question aussi. Et là encore, on le racontera jamais aussi bien que les intéressés. Ces femmes qui vous disent, j'ai pas vu mon bébé parce que j'avais mon masque et mon ventre, on me l'a posé sur le ventre, mais je ne le voyais pas. Vous imaginez ce que c'est. Donc voilà, c'est encore une fois donner la parole à des téléspectateurs qu'on ne voyait pas jusqu'à présent, parce que on va pas tourner dans les maternités tous les jours, et essayer de faire bouger les choses. Ne serait-ce déjà que le fait qu'ils soient entendus, reconnus, c'est hyper important. Je laisse la parole, mais juste, ça permet d'arriver à quelque chose qui a forcément dans des lignes ouvertes quotidiennes. J'ai aucune stigmatisation, mais c'est que la principale qualité, ou en tout cas ce que recherche un journaliste, c'est être surpris. Quand on n'est pas surpris, c'est quand on est juste à avoir des opinions qu'on imaginait, des postures dont on était au courant. Ça n'a pas grand intérêt. Là, tous les jours, je pense que c'est pareil. Et puis on aime les histoires. On était surpris tous les jours. Voilà, on apprenait des choses, on était surpris et décontenancés parfois tous les jours. Donc,
on se dit oui, on a raison de le faire. Si on est surpris, on a raison de le faire, forcément. Et le fait d'avoir confié ces temps de parole à des journalistes confirmés, Roselyne, Frédéric, vous avez tous fait du terrain, tous les deux, du terrain, vous avez une expérience de ce métier, ça veut dire que c'est pas considéré comme un sous-produit d'antenne, du comblement d'antenne, parce qu'on pourrait le penser comme ça. En réalité, c'est pas le cas, ni chez BFM TV, ni chez France Info. Non, on fait une place au contraire, et si ça dure une demi-heure, c'est aussi pour avoir le temps de donner cette parole. Et c'est un rendez-vous qui est vraiment important et qui se répercute après sur les réseaux sociaux. On redécoupe aussi ces morceaux. Il y a l'idée de pouvoir revenir régulièrement aussi quand on a une question, voir si elle n'a pas déjà été abordée. Il y a l'idée aussi, bien sûr, que ces réponses se fassent sur Internet avec l'adresse BFM TV et vous, sur Twitter aussi. C'est vraiment l'idée d'une nouvelle communication, d'un nouveau lien, un lien à la fois d'utilité et puis de partage. On refait connaissance en quelque sorte. Gilles Von Cotte, Le Monde, c'est considéré comme un journal élitiste. On n'a pas trop besoin des lecteurs pour avoir des idées de sujets. Et pourtant, là, c'est vraiment, encore une fois, un lien que vous cultivez. En revanche, c'est peut-être pas là que vous trouvez vos sujets. Alors, élitiste de moins en moins. Grâce à Internet, aujourd'hui, on a un média qui est plus lu qu'il n'a jamais été. Donc aujourd'hui, on a des millions de personnes qui passent par notre site Internet. Alors tout le monde n'est pas abonné à l'ensemble de nos contenus, mais on a quand même maintenant une audience qu'on n'a jamais eue. Donc effectivement, aujourd'hui, on s'adresse à des publics beaucoup plus larges. Alors, on n'attend pas que nos lecteurs nous soufflent nos sujets. Non, évidemment, on a nos journalistes font leur démarche de recherche de sujets, d'essayer de sentir les choses, mais on reçoit quand même de l'ordre de 150 courriers, mails tous les jours au courrier des lecteurs du Monde. Et évidemment, là-dedans, il y a des choses qui nous sont passées, auxquelles on n'a pas fait attention, et que je transmets en général, que l'on transmet aux journalistes concernés. Et puis, on a aussi quelque chose qui marche très bien, c'est les appels à témoignages. On a sur le site du Monde très régulièrement des appels à témoignages sur tel ou tel sujet, beaucoup de sujets liés au Covid depuis quelques mois évidemment, et effectivement ça se bouscule, c'est-à-dire qu'il y a énormément de gens qui y participent, et à partir de ces témoignages, on construit des sujets. Frédéric, c'est exactement la même démarche. Les médias sont différents, mais c'est exactement la même démarche que les lignes ouvertes qu'on en fait, parce que la différence avec BFM, nous on l'a pas institutionnalisé, c'est pas devenu une émission quotidienne, ça reste une boîte à outils qu'on sort parfois, mais c'est exactement la même chose, parce qu'il faut pas croire qu'on est là pour, quand on a fait ces appels à témoignages, parce que c'est de même nature, appelé le standard, c'est organisé, thématisé, et il y a toujours des gens pour y répondre, et ça me fait penser à ce que tu disais tout à l'heure, c'est du reportage pour moi, ça, en fait. Évidemment qu'on n'est pas sur le terrain, mais c'est du reportage. Et l'attitude d'un journaliste en studio dans ces cas-là, il est une attitude de reporter, évidemment. Je parlais de la surprise, la curiosité, être décontenancé. Évidemment que c'est de cet ordre-là. Et on est exactement dans cette... J'en vois de plus en plus, ils sont très bien dans les papiers appels à témoignages, où c'est d'ailleurs c'est transparent. En général, c'est écrit dans l'article qu'il y a eu appel à témoignages. C'est devenu un format. Oui, mais la démarche, elle est assez proche. C'est-à-dire que c'est pas du permanent, mais c'est une boîte à outils dont il faut savoir évidemment se servir. Il faut savoir s'en servir à bon escient, parce que parfois ça marche pas du tout. Il faut être bien conscient aussi que parfois vous lancez une thématique et qu'il n'y a pas un appel d'auditeur, et là vous êtes en studio et vous êtes super seul. Ça vous est arrivé, ça, Fred? C'est arrivé une fois. C'est arrivé une fois on n'aurait pas dû se parler avant. Oui, c'est arrivé. Non, mais en plus il y a aucune. Je vous aurais posé la question quand même. Mais c'est arrivé une fois. Oui, non, c'est arrivé une fois. Mais ça c'est lié au lien particulier. Je ne sais pas si c'est la même chose sur BFM, mais je pense que c'est un peu la même chose. Il n'y a pas avec une chaîne d'info continue le même lien affectif qu'il y a avec une chaîne généraliste, en radio en tout cas, où on sait qu'il y a des marqueurs, des heures d'émissions interactives, et puis le lien affectif avec ce que vous avez fait, ça me plaît, mais ça... On a toujours du lien. Nous, j'espère que le lien, il est un lien de confiance. Les infos qu'on va me donner, elles sont fiables et je peux... Non mais racontez-nous l'émission qui n'a pas marché. Donc, il y a des gens, ce qu'on a constaté, parce qu'il y a des émissions où il n'y a eu personne, mais il y en a où il n'y a eu qu'un.
Ce qui marche, enfin, là où il y a des appels, c'est quand on est dans un sujet qui est totalement dans l'actualité du jour. Ce jour-là, on s'était dit, tiens, pourquoi on ne ferait pas comme il n'y avait pas un sujet fort, enfin, c'était un jour de Covid basso, on va dire, la question du rapport à la culture pendant cette période. Est-ce que vous avez envie, ne serait-ce que de lire? Est-ce que vous avez l'esprit à ça? Ou est-ce que vous allez chercher? Parce que les librairies sont fermées ou pas? Les films, il n'y a pas de ciné. Est-ce que vous vous gavez de Netflix ou pas? Bon, on avait monté un plateau qu'on avait adoré. Il y avait Philippe Torreton qui avait très gentiment accepté parce qu'il faisait beaucoup de vidéos avec son voisin. J'ai oublié qui c'était, mais il est voisin avec c'est le gars de téléphone. Non, pas Aubert. Kolinka, exactement. Les voisins faisaient des vidéos et on avait une libraire de Lille qui est formidable. Je fais de la pub, Place Ronde à Lille, excellente librairie. On se dit ça va être super. Et ben, on n'a eu aucun appel. Je suis revenu pendant 3 heures, les heures avant l'émission, dans la tranche de la personne qui est avant moi pour dire n'hésitez pas à appeler, aucun appel. Donc on a parlé. L'avantage c'est qu'au téléphone sonne sur France Inter, on est obligé d'annuler l'émission où on est. Voilà, on n'a même pas dit qu'il n'y avait pas d'auditeurs en fait. Vous, Gilles Van Cotte, vous avez lancé des vidéoconférences, certaines qui marchent et certaines qui marchent moins aussi, même configuration? Alors oui, justement, je voulais ajouter quelque chose, qu'il y a un autre format qui a marché très très bien pendant le Covid, et puis je réponds à votre question juste après, c'est les sessions de live. Alors c'est quelque chose qu'on a lancé en 2014-2015. C'est donc des sessions d'actualité qui peuvent durer plusieurs heures, voire sur des actualités exceptionnelles plusieurs jours, dans lesquelles on est en interaction permanente avec les internautes. Et évidemment, pendant le Covid, il y a eu un live permanent à partir du début du confinement notamment, et un autre live qu'on a mis en place à côté, qu'on a appelé le slow live, qui était moins sur l'actualité, mais plus sur la vie des gens. Et ces lives sont alimentés par nos internautes. C'est-à-dire qu'on a des journalistes qui gèrent le live, qui répondent à certaines questions, qui mettent des contenus journalistiques et qui répondent aux lecteurs, aux internautes qui veulent faire un témoignage, poser une question. Parfois, c'est aussi une petite plaisanterie. On essaie de faire des choses un peu légères. Et ça, c'est un format qui, depuis 5 ans, marche formidablement sur tous les sujets et qui a vraiment montré son utilité dans la période Covid. Et sur les vidéoconférences, c'est effectivement quelque chose qu'on a lancé au mois d'avril, pendant le confinement. C'est proposer aux abonnés ou aux lecteurs de poser leurs questions directement à la rédaction du Monde. Donc on avait commencé évidemment en avril sur le Covid avec 3 journalistes qui travaillaient sur le sujet, qui pendant 1 heure ont répondu aux questions des internautes, et c'est un rendez-vous qui a tellement bien marché qu'on l'a pérennisé puisqu'il a lieu maintenant tous les mois. Tous les mois, on a un rendez-vous en vidéoconférence sur le site du Monde avec la rédaction du Monde pour un dialogue avec les lecteurs. Alors je ne sais pas si vous le savez, mais les assises du journalisme de Tours ont commandé une étude à Via Voice avec un certain nombre de partenaires, et c'est vrai que la relation des médias avec leur public est jugée nécessaire à 37% de la part des Français, intéressante à 19%, soit un total de 56%. Donc 56% des Français trouvent que la relation avec le public fait par les médias est intéressante. En revanche, il y a une petite nuance, 24% et 35% pour les plus de 65 ans trouvent ça démagogique, ce qui fait quand même un quart. Donc là, j'aimerais avoir votre réaction par rapport à ça. Je dirai après. C'est la bonne question. Je répondrai aussi, c'est juste la courte. Non, mais c'est pas parce qu'on donne la parole aux téléspectateurs qu'on est démago ou populo. Enfin, d'abord, c'est des questions, donc on apporte une information. Aujourd'hui, tout le monde a une opinion. Tout le monde a une opinion sur tout. Nous, notre boulot, c'est de faire la différence entre les faits et les opinions. Et aussi d'argumenter. Pour se forger son opinion, il faut, si on veut être un petit peu construit, avoir des éléments de départ. C'est vraiment là, on revient à la base du journalisme, expliquer, donner des faits, et à partir de là, vous pourrez penser ce que vous voulez. Nous, on répond à des questions concrètes, et dans les témoignages, c'est pas je pense que, je voudrais que. Moi, les gens me racontent leur vie. Ils me disent pas ce qu'ils pensent, ce qu'ils veulent, ce qu'ils trouvent bien ou pas. Ils me racontent leur vie, et de là, on raconte une histoire. C'est pas du tout la même chose à mes yeux. Comment vous filtrez l'opinion, Frédéric Carbone, à France Info? Parce que là aussi, il faut faire un tri au standard. Dans les appels d'auditeurs? Oui. En l'occurrence, c'était pas forcément... Enfin, sur ce sujet-là, le seul tri d'opinion qu'on fait, c'est purement l'insulte. Enfin, voilà, parce que après, c'était plus du témoignage irrité ou interrogatif, ou de la pure question. Il n'y avait pas d'opinion extrême, enfin,
ou de l'insulte, ou de l'injure, mais ça, de l'insulte ou de l'injure, par principe, on n'en passe pas. Et comme il n'y a pas l'avantage que ça soit pas une habitude, et il n'y a pas de gens qui attendent d'appeler pour faire croire qu'ils posent une question intéressante pour ensuite insulter. Donc il n'y a pas. Mais juste pour répondre, parce que c'est la démagogie et je pense que c'est pas parce que on utilise, excusez-moi de répéter encore, cette boîte à outils, qu'on ne garde pas notre position de journaliste qui éditorialise, construit et choisit ce qui se passe. C'est-à-dire qu'on n'est pas, faut pas imaginer que c'est une ligne ouverte où la première personne qui appelle, bonjour madame, qu'est-ce que vous voulez dire? C'est absolument pas comme ça que ça se passe. On lance des appels sur des thématiques, on sélectionne les appels en fonction de la thématique, de la possibilité qu'on a ou pas de répondre, y compris parfois de répondre je ne sais pas, parce qu'il y a tellement de questions là-dessus qu'il faut oser, et c'est un des trucs que nous a appris, je pense, cette crise, enfin, je pensais un peu avant, mais il faut savoir dire je sais pas, voilà, parfois, plutôt que je fais semblant. Et juste pour une formule à 2 balles, je préfère toujours ce risque de démagogie à la tautologie à 2 balles de gens qui ne savent rien sur rien et qui parlent de tout sur tout. C'est l'occasion de dire je sais pas ou on sait pas. Est-ce que c'est l'occasion aussi, Gilles Van Cotte, de dire on a fait une erreur ? Alors, effectivement, parce qu'au-delà de ce qu'on dit depuis le début de ce débat, je pense qu'il y a quelque chose qui est extrêmement important dans le paysage aujourd'hui, c'est de favoriser, de renforcer le lien entre nous, médias, et tous ceux qui nous écoutent, nous regardent ou nous lisent. Et effectivement, ce lien, on voit bien qu'il est, qui s'est relâché ces dernières années, qu'il y a toute une partie de la société qui nous rejette, et puis une partie qui n'a pas confiance. Et parmi les choses effectivement qui peuvent contribuer à regagner la confiance, c'est aussi une certaine humilité de notre part. Humilité, ça veut dire effectivement, au monde, on produit chaque jour 100 contenus éditoriaux, c'est-à-dire 100 articles, vidéos, portfolios, chats, enfin tous les formats. Autant d'occasions de se planter. Voilà, donc dans les 100, il y a forcément des erreurs qui vont se glisser. Des erreurs d'orthographe, on arrive toujours à en trouver, des erreurs factuelles, malheureusement. Mais ce qui est important, effectivement, c'est de les assumer. C'est-à-dire les assumer, les reconnaître et les montrer. C'est-à-dire que quand on fait une correction, si c'est une faute d'orthographe, on la corrige, ça n'a pas besoin d'être proclamé. Mais quand c'est une faute factuelle, effectivement, il y a des gens qui ont lu cet article dans sa première version. Il est important que sous l'article, et ça on y travaille actuellement, à avoir un format universel pour nos contenus, la modification de l'article et les raisons pour lesquelles il a été modifié et l'erreur qui a été commise et corrigée soient affichées. Donc ça, je pense que c'est quelque chose, on a trop eu tendance à se dire j'ai fait une erreur, je la corrige et je cache ça. Et ben non, avec Internet, en plus, un article corrigé, il est apparu sous une forme, il arrive sous une deuxième forme. Il faut que cette correction, elle soit visible, et c'est normal, c'est sain. Frédéric Carbone, est-ce que vous avez aussi dans votre tranche horaire 12-14 une place pour ce genre de mea culpa, entre guillemets ? Une place dédiée, non. Est-ce que ça vous est arrivé d'y consacrer du temps ? Si on était obligé de consacrer une place quotidienne aux erreurs qu'on a faites la veille, ça serait... Non, mais non, il n'y a pas de place dédiée. C'est essentiellement via la médiation, l'équivalent de Gilles Van Cotte chez nous, les médiateurs, enfin ceux qui sont... Et en revanche, je vais vous donner un exemple. Moi, il se trouve que j'ai dit un matin, en toute bonne foi et en toute erreur et manque de travail, une erreur, une connerie, en posant une question à Martine Aubry, qui était notre invitée à Lille. Je l'ai corrigé à l'antenne. 2 heures après, j'étais à l'antenne pour autre chose. Je l'ai corrigé. Et ça ne me pose pas de... Ça devrait être fait tous les jours. Ça me poserait un souci sur mon travail. Mais sur le principe, voilà. Mais non, il n'y a pas d'espace dédié. Mais je pense que là-dessus, sur les erreurs, sur les choix ou autres, là où le je ne sais pas, il y a un enjeu de transparence avec les auditeurs, lecteurs, téléspectateurs, qui n'est pas, là aussi il ne faut pas être démagogique, on ne va pas les amener en cuisine avec nous, leur dire vous êtes comme nous et vous avez le droit de tout savoir. En revanche, je pense que dans le contrat de confiance, expliquer pourquoi on ne sait
pas est une information. Sur quelque chose qui se... Je vous prends un exemple, je ne vais pas monopoliser la parole, mais la semaine dernière, il y a eu l'attaque qui se passe dans les anciens locaux de Charlie Hebdo. Rue Nicolas Appert. Voilà, rue Nicolas Appert. On est, comme toutes les chaînes d'information continue, pendant 2 heures au moment où ça se passe, mais même plus, en information permanente là-dessus. Plutôt que de convier des soi-disant spécialistes ou experts qui viendront gloser en surplomb sur des hypothèses qu'on ne sait pas, on essaie de rester au maximum sur les informations qu'on donne, et les informations qu'on donne, qui nous viennent parfois en toute bonne foi de sources fiables, s'avèrent au bout d'un quart d'heure ne pas être parfaitement exactes. On corrige, et évidemment sans cramer la source, en disant c'est X qui nous l'avait donné. Voilà pourquoi il nous arrive parfois de vous donner des informations qui sont incomplètes, qui seront complétées, et ça marche comme ça. Je pense que dans le contrat de confiance avec la personne de l'autre côté, il y a cette chose-là qu'on a du mal à faire. Enfin, c'est pas... Voilà, mais l'idée, elle n'est ni de se battre la coulpe en permanence, ni d'être dans on est Superman, Superwoman, où on sait tout. Évidemment que non. Alors moi, j'entends des mots, j'entends humilité, transparence, dire qu'on ne sait pas, ça c'est important. Et puis, Roselyne, c'est aussi libérer la parole, parce que c'est ça quand même, cet exercice que vous faites à 11h30 sur BFM TV, vous faites également sur l'antenne de France Info. Libérer la parole. Et c'est vrai que pendant la période de pandémie, si j'en crois les journalistes scientifiques qui étaient ici hier lors d'une table ronde, par exemple, les soignants, alors qu'ils étaient en train de travailler en permanence, avaient besoin de parler, de libérer leur parole, comme on a besoin de libérer sa parole lorsqu'on a été confronté à un conflit ou à une grande crise sociale ou économique. Oui, ce besoin de pouvoir dire on n'en peut plus, on ne sait pas où on va, on ne sait pas ce que c'est que ce virus et ses conséquences. Ce besoin aussi, on avait beaucoup de grands pontes de la médecine qui étaient en plateau pour nous expliquer voilà, ce qu'on apprenait au fur et à mesure sur ce virus. Mais on avait aussi, et c'était très important, des infirmières, des médecins qu'on ne voyait pas, qui n'étaient pas tout le temps devant les caméras, qui n'avaient pas le titre ronflant de chef de service, chef machin, et qui pouvaient eux aussi s'exprimer le quotidien vraiment des soignants, dire on n'en peut plus, ça fait des années que c'est comme ça, on se donne à fond, voilà, je m'économise plus. On avait aussi tout ce mouvement, je fais le geste parce que c'est ceux qui venaient du sud-ouest et du sud-est et qui venaient vers Paris ou vers le Grand Est quand on avait besoin vraiment de ces soignants, et qui venaient, qui nous disaient voilà pourquoi moi je viens, c'est pas mon boulot, je pourrais rester chez moi à l'abri, je pourrais rester avec mes enfants, je décide de faire ce geste, et on entendait une parole généreuse et altruiste qu'on n'avait pas forcément le temps d'entendre d'habitude. Encore une fois, l'importance de libérer la parole, mais de donner du temps à ces paroles, surtout sur une chaîne info où effectivement, dès qu'il y a un événement, on fonce dessus, et c'est toute la qualité du travail qui est fait par une rédaction entière, mais prendre aussi des moments où on écoute vraiment la parole de personnes à qui on la donne pas forcément aussi. Le quotidien a son importance en fait. Voilà, les petites choses du quotidien, tous, ça nous touche, et c'est important de l'entendre sur ces médias-là aussi. Et comment les choses ont évolué? Parce que là, c'était une réponse pendant la crise. Vous avez réalisé maintenant un rendez-vous 11h30 dans la matinale de Bruce Toussaint. Comment vous éditorialisez les choses? Est-ce que vous répondez à toutes les questions? Vous y allez par thème? Comment vous convoquez les spécialistes, les experts? Comment ça se passe? Parce que c'est une émission à part entière. Oui, tout à fait. Souvent, ça part de l'actu, en fait. L'idée, ça va être d'expliquer des points de l'actu, se raccrocher comme ça, que ce soit, encore une fois, les piscines, par exemple. Voilà l'exemple du piscine. On part d'une question très concrète d'un téléspectateur qui nous dit « j'ai rien compris, les piscines sont ouvertes ou sont fermées ?» Parce que le Premier ministre avait dit en premier quelque chose. Et puis, en fait, on sait que c'est pas le gouvernement dans ces cas-là qui a le pouvoir, ce sont les préfets, en conciliation avec les élus locaux. Donc là aussi, on va pouvoir tirer des fils, le rapport de Paris au reste des territoires, comment ça fonctionne, qui a les pouvoirs. En partant simplement des piscines, on va donner une autre dimension, encore une fois, et tout le monde on va tous apprendre quelque chose. Donc il y a l'idée, voilà, en partant d'un événement, l'expliquer, le détailler, tirer des fils. Il y a aussi un très bon témoignage. Il n'y a pas besoin que ce soit dans l'actu. On va partir, voilà, d'une émotion, d'une famille qui a des questions, d'une situation particulière, et on va la raconter, et on va avoir les invités derrière qui vont pouvoir répondre à cette situation en particulier. On va évidemment organiser, thématiser. L'idée, c'est quand même d'avoir une émission construite avec le boulot de journaliste qui est fait, quoi. Les points presse d'Édouard Philippe, du ministre de la Santé, pour vous, là, c'était un déluge d'appels.
Moins cela, de toute façon, encore une fois, on n'a pas systématisé, donc on le fait au fil de l'eau des fois, donc on ne fait pas systématiquement après des points de presse d'Olivier Véran, mais oui, pendant la période, nous on a fait tout le temps jusqu'au déconfinement, on va dire, et puis quelques fois entre la mi-mai et l'été, et puis nous 2 fois la rentrée. Oui, les moments d'annonce d'Emmanuel Macron, faut se réinventer, on retourne tous à l'école, au collège, au lycée, le 11 mai, et Édouard Philippe, comment le déconfinement va se passer. Évidemment que ça crée un déluge d'interrogations et de questions, mais justement, pour rebondir là-dessus sur les piscines, mais je sais que sur BFM, ils ne l'oublient pas non plus, et nous non plus sur France Info, le fait que les questions sont « on n'y comprend rien aux piscines » n'empêche pas de traiter le sujet, mais pourquoi diable ils vont encore une fois dire un truc en parlant trop tôt. Enfin, le fait d'avoir des auditeurs n'empêche pas de poser la question de la parole officielle, de la délivrance de la parole publique et éventuellement ou des incohérences ou des précipitations. Voilà, tout ça est parfaitement complémentaire, évidemment. Alors, c'est intéressant parce que vous n'êtes pas sondeur, mais vous êtes en lien avec un échantillon finalement de la population tous les jours, qui sont vos lecteurs, vos téléspectateurs, vos auditeurs. Et la grande conclusion du baromètre Via Voice, c'est 60% quand même des Français qui estiment qu'on a trop parlé, vous avez trop parlé de la pandémie. Et ça paraît paradoxal parce que vous avez, eu cette demande accrue de lien avec vous, quand dans le sondage, on nous explique qu'il y en avait trop et que vous étiez trop présent. Est-ce que vous avez eu ces reproches-là à l'antenne ? Alors là, gros blanc. On parlait trop de la pandémie ? La conclusion du baromètre Via Voice, c'est vous, les journalistes, vous avez trop parlé de la pandémie. Oui, c'était trop présent. 60%, c'est quand même un chiffre assez important. Or, on voit que les lecteurs sont venus vous chercher, les auditeurs sont venus vous chercher, les téléspectateurs sont venus vous chercher. Alors nous, on a eu effectivement des courriers nous disant vous parlez trop de la pandémie, parlez-nous d'autres choses, et aussi des courriers qui nous disent, mais je crois que vous en avez parlé ce matin ou hier, vous êtes trop anxiogène. Ok, la situation... 28%. Voilà. Ouais. Après, ma réponse, c'est est-ce que la situation n'est pas elle-même anxiogène en elle-même ? Est-ce que c'est les médias qui créent l'anxiété ? Bon, c'est l'œuf et la poule, donc on ne va pas résoudre l'équation aujourd'hui. Mais bon, je pense que peut-être que certaines personnes se cachent un peu les yeux. On est face à une pandémie qui fait des dégâts du point de vue sanitaire, mais dont l'ampleur d'un point de vue économique et social est sans équivalent. Jamais on a arrêté pour aucune pandémie précédente l'économie pendant 2 mois, les entreprises à l'arrêt, des secteurs entiers qui n'ont toujours pas repris. Et donc, je vois pas comment nous, médias, aurions pu parler à côté, sachant que par ailleurs, des secteurs comme le sport et la culture étaient quasiment à l'arrêt. Donc, on pouvait pas parler de cinéma, on pouvait pas parler de théâtre, on pouvait pas parler de sport. Donc, on va dire des sujets un peu plus légers. Donc, la pandémie, effectivement, elle a tout embarqué avec elle. Et du point de vue journalistique, c'était un objet incontournable. On n'aurait pas fait notre métier si on l'avait traité à demi. Et juste pour je suis d'accord à 1000%, ça brassait tous les secteurs, le monde entier. Et après, alors je réclame pas de le faire au quotidien, mais rien n'empêche de ne pas mettre la radio, de ne pas mettre la télé. Enfin, moi, je parle de mon expérience personnelle. Il m'arrivait des jours où, comme tout le monde, je trouve ça très anxiogène et encore une fois, on le vit comme tout le monde. J'écoutais moins la radio, voilà. Mais en même temps, pour autant, de quoi parler d'autre pendant cette période. Et puis c'est pas fini. Bien sûr qu'on en a tous ras-le-bol, que le masque c'est difficile de porter, mais c'est pas terminé. Et honnêtement, à cette heure, personne ne peut dire où on va, quand ça se terminera. Les histoires de vaccins, c'est loin d'être acquis. On est encore dedans. Mais aussi difficile que ce soit à vivre, on est toujours dedans. Et bien sûr, on doit en parler. On sait qu'on a eu des montagnes russes d'auditoires. Nous, chez nous. On sait que globalement, à Info, les sondages médiamétrie sont plutôt bons cet été et fin d'année dernière. Mais en même temps, en passant par des montagnes russes, il y a clairement des moments où les gens, mais je le comprends, avaient envie de débrancher, avaient envie de penser à autre chose, et à quel point c'est compréhensible, évidemment. Alors nous, par contre, on a eu 50 000 abonnés nouveaux qui sont arrivés entre mars et avril-mai, donc pendant le confinement, donc plus 50 000 abonnés, ce qui veut dire qu'il y avait une envie, un besoin d'avoir de l'info, et voilà, donc là, pour nous, globalement, on a eu on avait le temps de lire, aussi, mais avec des moments où il y avait 200 000 qui venaient, et puis quelques périodes, parce qu'on a une variation. Et puis peut-être moins de ventes papier.
Pas tellement. Non, c'est une période de très forte audience. Alors la vente papier, elle baisse depuis 20 ans. Hein, donc, mais même pas, parce que c'est vrai que les kiosques, la diffusion en kiosque aujourd'hui, c'est tout petit pour nous. Mais les kiosques d'aéroports et de gares étaient fermés. Mais les petits kiosques de quartier étaient ouverts et ont plutôt bien marché, hein, y compris pendant le confinement, parce que c'était une des rares choses que les gens pouvaient faire. Ils allaient faire leurs courses, ils s'arrêtaient au kiosque. Et ce qui fait que la vente du papier ne s'est pas du tout effondrée. Elle s'est maintenue et les audiences numériques se sont envolées. Alors tous les trois, on vous sent quand même passionnés parce que vous faites effectivement écouter le grand public et porter la parole du grand public, l'écouter surtout. Vous êtes fiers, c'est quand même une fierté, Frédéric, Roselyne, Gilles. Ah oui, moi je considère que c'est une chance, ce métier, que c'est vraiment une chance. On s'ennuie jamais, ça change tous les jours. Il y a des rencontres incroyables, improbables aussi. Il y a l'excitation du direct. Alors pour avoir connu beaucoup d'éditions spéciales, c'est pas le même rythme là d'entendre des téléspectateurs, de leur donner la parole, mais il y a des très beaux moments et puis un sentiment d'utilité qui fait du bien aussi quand on vous dit merci tout simplement. C'est nouveau, c'est pas si fréquent que ça sur une chaîne info, mais ça donne encore plus de sens au métier qu'on fait. Ouais. Si vous avez des questions à poser dans le public à nos débatteurs, n'hésitez pas, le pupitre est là pour vous et on attend donc vos questions, n'hésitez pas. On a encore... Parce que je vous rappelle, ce sont des professionnels de l'écoute et du dialogue. Gilles, vous vouliez ajouter quelque chose? Non, c'est pour répondre à votre question. Effectivement, je pense que moi je suis assez fier du travail que fait la rédaction du Monde. C'est une rédaction de 500 journalistes. Alors je voudrais dire que là c'est aussi dans la relation au lecteur, c'est qu'il suffit d'aller sur internet ou sur les réseaux sociaux pour voir énormément de fantasmes sur les journalistes. On voit que les médias, c'est une machine à fantasmes. Je crois que ce qui est important, c'est qu'on parle aussi de notre métier. Nous, c'est-à-dire que là, on effectivement d'écouter les lecteurs, c'est ce dont on parle depuis tout à l'heure, mais il faut aussi, quand je disais tout à l'heure qu'on s'ouvre aux lecteurs, c'est qu'il y a besoin de raconter aussi qu'est-ce que c'est que notre métier. C'est un métier, enfin, ni plus ni moins au départ. C'est pas les gens qui pensent que on se lève tous les matins en se disant ouais, aujourd'hui je vais inventer des choses pour manipuler l'opinion publique. Et ben non, c'est pas comme ça que ça se passe. On est journaliste parce qu'on aime l'info, parce qu'on aime aller sur le terrain, parce qu'on aime rencontrer des gens et raconter la vie. On n'est pas là. Bon, je dis pas que parmi les journalistes il n'y a pas quelques déviants, on va dire, mais l'écrasante majorité des journalistes est là parce qu'elle aime l'info. C'est des gens qui aiment aller sur le terrain, qui aiment écrire, qui aiment faire des reportages télé et radio. Et on n'est pas là pour manipuler l'opinion publique. Enfin, si ça serait une drôle de vie de consacrer sa vie à la manipulation de l'opinion publique quand on est journaliste. Mais il y a eu une gigantesque appétence pour les théories du complot, pour l'orchestre mondial des puissants, pour imposer cette maladie qui est peut-être créée pour tuer les plus pauvres. On a tout vu. Est-ce que ça vous est arrivé à l'antenne? Est-ce que vous avez dû, entre guillemets, gérer ce genre de population qui croyait à ça? C'est quelque chose qui ressort beaucoup sur les réseaux sociaux surtout. On n'a pas eu en direct d'accusation. En revanche, ça fait partie aujourd'hui, une bonne partie de notre boulot, c'est justement essayer de remonter à la source de ces théories. Là, sur la 5G, par exemple, les enchères ont été lancées cette semaine, les opérateurs se sont répartis les fréquences qui étaient encore disponibles. Comment est-ce qu'on a pu associer 5G et Covid? C'est pas pour relancer la polémique du tout, c'est juste comment est-ce que intellectuellement c'est possible déjà de partir, de lancer cette idée-là. Et là, il y a tout le boulot d'explication, encore une fois, des journalistes, revenir à la base, voilà les informations, recouper les sources, remonter certaines théories, voir d'où ça vient. C'est l'OMS qui avait inventé ce mot aussi à propos du déluge d'informations qu'on peut trouver sur les réseaux sociaux, infodémie. En période d'épidémie, il y a tellement d'informations vraies ou fausses qui se mélangent dans tous les sens qu'il y a effectivement de quoi être complètement paumé. Ben voilà, lutter contre l'infodémie, c'est là aussi que les médias, les vrais médias, ont leur responsabilité, faire remonter vraiment à la source de notre boulot et faire le tri entre les vraies et les fausses informations. L'infodémie. Oui, non, je suis d'accord avec ça, juste pour inciter à... N'oublions pas aussi
alors il y a des professionnels de la manipulation, des fake news, et tout ça est quasiment industriel, et avec des circuits d'ailleurs, vous l'avez fait Le Monde avec la semaine dernière, sur les 10 plus importants groupes qui balancent des fake news sur Facebook. C'est aussi intéressant de démonter la fake news que de remonter jusqu'à la chaîne pour montrer qui le fait et jusqu'où ça va. Je trouve qu'on devrait le faire peut-être plus souvent. Mais n'oublions pas que ça prospère aussi, et ça a prospéré sur l'épidémie, sur des insatisfactions et des erreurs même de ce qui était censé être les sachants. C'est-à-dire que ça prospère sur l'épidémie parce que ce soit les politiques, les scientifiques, nous-mêmes les journalistes aussi, il a pu arriver de dire tout et le contraire de tout. Et si on réécoutait... je ne sais pas si on a les bandes, mais si on réécoutait certaines des lignes ouvertes qu'on avait fin février ou début mi-mars au moment de l'épidémie, avec des sachants qui répondaient à des auditeurs disant mais moi j'ai peur parce que je peux être contaminé dans mon taxi quand j'amène quelqu'un, et des sachants du arrêtez de dire des conneries, évidemment que vous n'allez pas être... Voilà, alors quand je dis ça, je ne dis surtout pas ne croyez pas les paroles des sachants, surtout pas. Il y a des experts, il y a des gens qui sont légitimes, il faut les écouter, mais attention, voilà, encore une fois, attention à ces choses-là, et ça ne fait que faire prospérer d'autant plus ceux qui, ou de façon quasiment industrielle ou par opportunisme, font propager des théories de complot comme ça. Mais là, on a vécu en direct une controverse scientifique, ça a toujours existé, mais là, on a vraiment vécu en direct ces scientifiques qui ne sont pas d'accord entre eux. C'était face caméra, en direct. Et pour nous, derrière, c'était hyper dur aussi de démonter ça. Parce que là où d'habitude, ça se passe dans le secret feutré des laboratoires et des commissions, là, vraiment, c'était face au grand public. Et derrière, il y avait tout un boulot. Qui a raison, qui a tort, on ne pouvait pas, nous, trancher. Gilles Van Cotte. Oui, bah écoutez, oui, effectivement, sur ce qui en a dit, il faut qu'on soit, enfin nous-mêmes, il y a eu des approximations, nous-mêmes on a tâtonné, mais comme tout le monde, face à une pandémie comme ça qui débarque, un virus que personne ne connaît, quelquefois nos lecteurs attendent qu'on leur délivre une certaine vérité, mais qu'on n'est pas forcément en mesure de délivrer. Donc il faut, encore une fois, ça revient à une certaine humilité, c'est être capable de dire, il y a des choses qu'on sait, des choses qu'on ne sait pas, on essaye d'avancer au fur et à mesure des connaissances factuelles qu'on engrange, des avis des experts effectivement, mais qui peuvent être contradictoires, mais l'incertitude elle est aussi concomitante avec ce type d'événement. Est-ce que ça vous a amené à vous interroger sur les experts dont vous alliez vous entourer? Est-ce que ça vous a rendu peut-être plus rigoureux sur le check-up du CV avant de l'inviter? Ou est-ce que vous vous êtes dit, bon, de toute façon on est pressé, il faut qu'il soit disponible, elle a des beaux yeux bleus, on l'invite, c'est bon. Comment on fait dans ces cas-là, Frédéric Carbone? Le critère des yeux bleus, dans la mesure où on n'invite plus en studio depuis quelque temps, est devenu assez secondaire, enfin à la télé. Non, même à la télé, mais que ce soit une femme, c'est bien, oui. Non, mais je disais pas qu'il était à la télé. Non, à la télé on continue à voir. Je disais pas que c'était le critère. Non, mais c'était, alors pour rien vous cacher, c'était une référence à Karine Lacombe, qui est l'infectiologue qu'on a vu un peu partout, et c'est vrai qui est très bonne par ailleurs. On tâtonne. Enfin, voilà, je pense qu'on a tous tâtonné. Oui, on veille. Un infectiologue, c'est un infectiologue. Un épidémiologiste, c'est un épidémiologiste. Un réanimateur, c'est un réanimateur. Un restaurateur, c'est un restaurateur. Donc un restaurateur qui se transforme en épidémiologiste, on a un peu tendance à penser que quelle que soit l'intelligence du monsieur, ça passera pas. Un épidémiologiste qu'on transforme en réanimateur, à qui on pose des questions sur la réanimation, voilà, donc c'est à nous. Et après, oui, je pense que, mais je dis ça a l'air d'être une évidence, mais c'est pas toujours le cas. Parfois, des logiques maîtrisées plus ou moins ou pas contribuent à faire parler tout le monde d'un peu tout. Bon, et après, oui, on s'est rendu compte qu'il y avait des, je ne vais pas citer de nom parce que ça n'a vraiment pas grand sens, mais qu'il y a des personnes qu'on a invitées au début et dont on s'est rendu compte, non pas que c'était scandaleux, mais qu'elles suivaient plus trop. Enfin voilà, c'était des personnes qui avaient pas un regard extrêmement aigu sur ce qui se passait maintenant. Bon voilà, mais et puis on continue sans doute à
à faire des conneries parfois, hein, voilà, sans doute. Moi, j'ai le sentiment qu'il y a pas mal d'experts qui se sont laissés griser par le retentissement médiatique qu'avait cette épidémie de Covid, cette épidémie de Covid, et que du coup, effectivement, des gens ont vu leur jour de gloire arriver, des gens qui étaient des experts scientifiques relativement peu connus, qui ont un peu la tchatche. On les a retrouvés sur tous les médias. Certains ont raconté parfois n'importe quoi, il faut le dire. Il y a aussi des polémiques qui ont été créées parce qu'il fallait créer aussi parfois le clash, et donc on prenait systématiquement le contre-pied du confrère qu'on n'aimait pas trop pour créer un peu de buzz. Et donc oui, je pense que là-dessus il y a eu de la part une difficulté pour nous aussi, pour les médias, à la fois d'identifier les experts qui avaient le bon recul, la bonne approche, de ceux qui étaient surtout là pour se faire de la pub et profiter de la période qui s'offrait à eux et de la visibilité qu'on leur offrait. C'est vrai que le temps de l'actualité n'est pas celui de la recherche, qui est toujours en quête de consensus, mais on a le sentiment, à écouter tous les journalistes qui se sont exprimés ici aux Assises depuis hier, qu'il manque quand même une petite éducation à la science dans les rédactions. C'est vrai que si les journalistes qui s'occupent de sciences n'ont pas toujours une formation scientifique, et d'ailleurs c'est pas toujours nécessaire, il y a quand même des garde-fous qui sont des réflexes professionnels qui doivent fonctionner. Alors voilà, ceci dit, moi si je prends l'exemple du Monde, dans l'équipe sciences, la plupart des journalistes, pas tous, ont une formation scientifique. On a même 2 qui ont fait des études de médecine, qui sont diplômés de médecine d'ailleurs, qui sont devenus journalistes plus tard et qui ont exercé au Monde pendant pas mal d'années. Mais voilà, non, mais je pense que pour la science comme pour les autres aspects, le journaliste n'est pas toujours un spécialiste. On est appelé à traiter des sujets que l'on découvre quasiment quelques temps avant de devoir rendre un article ou faire une émission. Mais on a aussi des valeurs, des méthodes qui nous permettent normalement d'éviter de faire des faux pas et d'avoir une approche, on va dire, à la fois prudente, factuelle et s'appuyant sur effectivement des expertises qui permet d'avoir une vision la plus honnête possible. La neutralité, moi, je pense que ça n'existe pas, ou l'objectivité totale non plus, mais l'honnêteté, ça existe. Et je pense que sur la science, comme sur les autres sujets, c'est important. Alors évidemment, il y a une complexité du sujet qui ajoute de la difficulté à l'exercice. Alors, ça a conduit, par exemple, France Télévisions à embaucher un médecin, donc le médecin du Figaro, pour avoir un médecin maison, entre guillemets. Et puis d'autres, on a vu hier au JDD que on transformait, par exemple, des journalistes sportifs en journalistes scientifiques parce que l'occasion faisait le larron. Pour vous, la meilleure position, Frédéric Carbone, c'est quoi? Il faut avoir dans sa maison, à Radio France, à France Télévisions, des médecins, des professionnels pour éviter justement d'aller vite fait chercher à l'extérieur des gens dont on ne connaît pas forcément l'expertise. Alors, contrairement à Gilles, je ne suis pas directeur délégué de France Info. Donc votre sentiment en tant que journaliste expérimenté. Ce qui a été fait déjà à France Info, c'est qu'il y avait, je pense, une personne qui faisait la santé, 2 personnes qui s'occupent de l'environnement, qui ont été mobilisées à 100%. Et cette année, ont été rajoutées 2 autres personnes à quelque chose qui est devenu un service, l'équivalent de service planète, science, voilà. Donc première conséquence assez directe. C'est très drôle parce que c'est quelque chose dont j'entends parler depuis 1 ou 2 ans à chaque rentrée. Est-ce qu'on ferait pas ça? Au moins le Covid a accéléré les choses. Sans doute une évidence et une nécessité. Après, je pense qu'il faut, on va pas donner de leçons. Il faut, chez nous comme chez tout le monde, c'est de la constance. C'est-à-dire que on ne cesse, quand on parle il y a la nouvelle loi sur la recherche qui est actuellement en débat avec des chercheurs qui disent et qu'on relaye, mais non, il ne faut pas s'engager sur la voie où on ne finance que des projets qui sont à aboutir à court terme et qui risquent de mettre à mal la recherche fondamentale. On relaye ça et en général, comme journaliste, on dit oui, sans doute vous avez raison. Donc il faut nous-mêmes en tirer la conséquence. Et effectivement, de ça, il y a des adaptations immédiates, et puis avoir conscience que probablement, mais ça c'est le rôle de tous ceux qui réfléchissent et maintenant et à dans 5 ans et dans 10 ans, que oui, cette question scientifique, elle a été, mais je pense qu'elle est aussi, la plupart des journalistes, faudrait regarder, mais viennent plutôt sans doute d'études plus littéraires ou économiques que scientifiques, et de la même manière qu'une chancelière allemande scientifique ne parle pas pareil aux Allemands qu'un président de la République français qui a fait
fait plutôt des études littéraires ou dans l'administration, ben voilà, c'est pas. Il y a sans doute effectivement à progresser là-dessus. Il faudra savoir si on a la constance, quoi. Juste, je ne voudrais pas qu'on se méprenne sur ce que j'ai dit. Il n'y a pas besoin d'avoir des médecins dans une rédaction. Il faut avoir des bons journalistes. Oui, et pareil. C'est ça. Les médecins, on l'a bien vu, les médecins généralistes n'ont pas plus compris ce qui se passait au mois de mars-avril. Ils pataugeaient autant que tout le monde. Voilà, on peut pas non plus avoir un infectiologue dans la rédaction, un épidémiologiste dans la rédaction. Non, c'est pas possible. Et sinon, il faudra un architecte. Il faudra un architecte après Notre-Dame. Ce qu'il faut, c'est des bons journalistes qui ont une approche, on va dire, raisonnée, rationnelle de leur métier et qui s'appuient sur des valeurs et des principes forts. Enseignement de ce moment, Roselyne, est-ce que vous voyez déjà pour la suite des façons de travailler différentes, des orientations que vous aimeriez prendre ou que votre rédaction prenne ? J'espère qu'on va continuer à donner de plus en plus la parole aux téléspectateurs, parce que vraiment ce lien est fort, ce lien est intéressant et enrichissant, des voix qu'on n'entend pas, des idées qu'on n'aurait pas forcément eues, des questions qu'on poserait pas comme ça, et encore une fois de nouvelles histoires à raconter. Avec, en plus, on le sent aujourd'hui, vraiment ce besoin de traduire ce qui se passe, de vulgariser, d'apprendre et de revenir le plus possible aux faits. Là, moi, je suis convaincue que les faits nous sauveront au milieu de tout ce qu'il peut y avoir aujourd'hui qui surnage, quoi. L'indépendance des journalistes qui a été questionnée, elle a été aussi questionnée à travers des questions sur les laboratoires pharmaceutiques, les liens éventuellement avec les grands labos pharmaceutiques. Je reviens un petit peu aux théories du complot. Donc l'indépendance des journalistes aujourd'hui, elle est peut-être plus que jamais à soigner pour pouvoir justement instaurer un vrai lien de confiance avec le lectorat, avec les téléspectateurs, avec les auditeurs. Vous, au Monde, justement, c'est quelque chose dont vous êtes très jaloux. Et ça passe par les finances. Or, on a parlé de vous très récemment dans l'actualité avec cette initiative de Julia Cagé qu'on a vue tout à l'heure chez nous aussi. Un bout du monde. Ça veut dire que tout un chacun pourrait éventuellement devenir actionnaire du Monde. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu la logique, parce que je crois que tout le monde ne l'a pas forcément compris ou qu'elle n'est pas toujours très claire. Et puis, est-ce que vous pouvez nous dire si c'est possible dans les mois, dans l'année qui vient ? Alors, je n'ai pas parlé à la place de Julia Cagé d'un bout du monde. La démarche d'un bout du monde, c'est de proposer aux journalistes, aux salariés des médias et à ceux qui les utilisent pour s'informer, on va dire, créer une sorte de souscription pour rentrer dans le capital de certains médias, Le Monde ou d'autres. C'est une bonne idée sur le principe. Alors au Monde, on a quand même une histoire qui est un peu particulière, puisque les salariés du Monde ont été jusqu'en 2010 les principaux actionnaires du groupe, du journal. Et aujourd'hui encore, malgré le rachat du groupe en 2010, on a des pouvoirs un petit peu exceptionnels qui nous permettent effectivement d'avoir des droits de veto qu'on ne trouve quasiment nulle part dans le paysage économique français, dans aucune entreprise. Et ça, c'est quelque chose qui me semble très important, c'est qu'il faudrait, dans l'idéal, que les rédactions dans l'ensemble des médias aient une personnalité juridique reconnue, ce qui n'est pas forcément le cas aujourd'hui, puissent avoir au moins une petite partie de capital, même si elle est minime, mais puissent avoir leur mot à dire, notamment dans les instances type conseil de surveillance, conseil d'administration de ces entreprises-là. Je pense que la meilleure garantie de l'indépendance des médias, c'est l'indépendance des rédactions. C'est la lutte jour après jour des rédactions, des journalistes pour avoir cette indépendance éditoriale. L'indépendance éditoriale, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'obéit pas à un actionnaire. L'actionnaire est là pour assurer la bonne gestion de l'entreprise. Il n'est pas là pour dicter les contenus éditoriaux des articles. Et d'ailleurs, nous, on l'a fait figurer dans une charte d'éthique et de déontologie qui a été négociée avec nos nouveaux propriétaires en 2010. Ils n'ont pas le droit de mettre le moindre petit doigt dans les contenus. Ils n'ont même pas le droit d'assister à la conférence de rédaction. Quand l'actionnaire majoritaire, c'est l'État, quand on fait partie du service public. On est vendu au gouvernement. Et ben voilà, c'est dit. Ça s'entend 24 heures sur 24. Non, pardon. Comment ça se passe en temps de pandémie? Parce qu'effectivement, vous avez un ministre de la Santé que l'on peut questionner sur la véracité de ces chiffres éventuellement. Est-ce que vous pouvez avoir du recul sur justement le message du gouvernement quand on est en crise sanitaire?
très honnêtement, je pense que c'est pas le plus compliqué. Enfin, c'est pas le type de période les plus compliquées. On n'est pas dans quelque chose d'idéologique. On n'est pas dans quelque chose de politique. C'est moins compliqué qu'une campagne électorale. Ou que des moments sensibles, vous voyez, ou d'affaires politico-judiciaires où on est. Je tiens à rassurer tout le monde. On est comme les autres médias. On essaie de faire notre travail en obtenant le plus d'informations et en étant le plus indépendant possible. Mais dans ces moments-là, non, enfin, je veux dire, Olivier Véran lui pose les mêmes questions que d'autres. C'est ce que je disais tout à l'heure. Faut juste se méfier d'une espèce, et c'est vraiment pas pour remettre en cause ce que vous faites, ce que tu fais et ce qu'on a fait. Faut se méfier de ne pas continuer à questionner tout ce qui vient de la parole publique. Voilà, et considérer, mais il y a un temps pour tout. Il y a des émissions où les auditeurs, ils le font eux-mêmes, questionnent ça, et il faut continuer à le faire. Quand je vois Olivier Véran qui, dans ses conférences de presse, il y a des questions de français maintenant, non? Je me trompe, non? Oui. Hein? Oui. Bon, je suis pas fan. Disons que beaucoup de questions sont envoyées et qu'il y a un petit tri qui est fait. Je suis pas totalement fan, voilà. Et attention au mélange des genres. Mais je dis ça, c'est évidemment pas grave, mais il y a quand même cette idée que je ne fais pas de théorie du complot. Je pense qu'il y a cette idée que pendant le confinement, le lien des auditeurs, téléspectateurs, lecteurs avec leurs médias était important, que les médias avaient ce rôle-là, et c'est parfaitement logique que le politique reprenne cette symbolique-là. Il n'y a pas de scandale, hein, évidemment, mais quand on met ça, plus Sibeth Ndiaye, qui n'est plus porte-parole du gouvernement, mais qui voulait mettre sur le site du gouvernement les non-fake news des bons médias qui font bien leur travail, rappeler à chaque occasion, sans être sectaire ni procureur, chacun son boulot, et les vaches seront bien gardées et les Français bien informés, on l'espère. Il vous interpellez, Roselyne Frédéric Carbone. Est-ce que non, je crois que c'était plus sur les questions. Mais c'est vrai que c'est à la mode de poser des questions aux Français, c'est vrai. Altis, BFM TV, Patrick Drahi. Pour vous, comment ça se passe et comment se pose la question de l'indépendance? Non, mais elle se pose pas. Enfin, on parlait des fantasmes autour des médias. Il y en a aussi beaucoup sur les propriétaires des médias. Donc Patrick Drahi, on l'a vu 3 fois à l'inauguration et puis 2 fois dans les couloirs. Il n'est pas tous les matins à la rédaction la conférence de rédaction. Jamais, pour être à l'antenne depuis quand même un moment, jamais on a eu qui que ce soit qui nous a dit il faut parler plus de gauche, il faut parler plus de droite. Ouh là là, cette affaire-là, surtout pas. Et d'ailleurs, la meilleure preuve, c'est qu'à chaque fois qu'il y a une affaire politique, on s'en prend plein la figure parce que Fillon est tombé à cause de nous, parce que dès qu'il y a les gilets jaunes, c'est à cause de nous, ils sont contre nous, le gouvernement est contre nous. Donc finalement, il y a un juste milieu, comme à une époque, le conflit au Proche-Orient, quand et les pro-palestiniens et les pro-israéliens vous insultent, c'est que finalement, vous faites pas si mal votre milieu, vous êtes au milieu justement, et vous faites pas si mal votre métier. Il faut arrêter avec le délire les médias seraient vendus à leurs propriétaires. Non, enfin absolument pas. On a une conscience professionnelle, journalistique, et encore une fois, je n'ai jamais eu de message pour essayer d'orienter ce qui serait dit ou fait à l'antenne. On a reçu un courrier il y a 2 jours d'un lecteur qui nous disait « Vous êtes pour la 5G, c'est bien la preuve que Xavier Niel, je vous rappelle que Xavier Niel est notre actionnaire, est derrière vous et vous dicte vos articles. » Alors première chose, on a fait un édito hier disant sur la 5G, il faut mener le débat, donc on n'est ni pour ni contre, on s'interroge comme beaucoup de gens. Et 2, si les gens s'imaginent que tous les matins, on a Xavier Niel qui nous appelle pour nous dire « Voilà, aujourd'hui vous me faites tel article et il faut dire ça », eh ben on est quand même dans un monde totalement fantasmé. Alors, pour clore ce débat, j'aimerais vous lire une petite phrase de Jean Mallory, qui est un explorateur ethnographe qui a découvert qui a travaillé sur les peuples premiers, notamment les Inuits, qui pourrait s'appliquer à vous, journalistes qui avez des relations avec les lecteurs, les auditeurs et téléspectateurs. Jean Mallory nous dit « Savoir se taire, pas s'écouter, mais écouter ». Et se laisser habiter, c'est ce que tentent les poètes, les impressionnistes, et puis vous aussi, professionnels de l'information en contact avec le public. Merci beaucoup. Merci. Merci.